Salut et bienvenue dans la troisième partie de notre tutoriel consacré au développement d'un site en utilisant le framework CakePHP. Donc dans cette partie, je vous propose de faire deux choses. Tout d'abord de finir un petit peu la gestion des médias qu'on en avait commencé dans le précédent tutoriel consacré à l'utilisateur d'un éditeur visuel et la mise en place du système d'actualité. Donc dans le précédent tutoriel, on avait vu comment mettre en place un système qui permettait de gérer les pages, de les éditer et en plus d'avoir un TinyMCE qui permettait de choisir des images, d'en uploader ou d'en modifier pour un petit peu habiller notre article. Le principal problème de ce système-là, si vous vous souvenez comment il fonctionne, c'est qu'il utilisait l'ID du contenu pour pouvoir afficher le gestionnaire de médias qui correspond. Le principal problème, c'est que dans le cas de l'ajout d'un nouveau contenu, on a un petit problème. Tout simplement, si vous regardez dans le code source, si vous avez un petit peu essayé de votre côté, vous avez dû avoir une erreur comme quoi l'ID n'était pas défini. Donc je vous rafraîchis un petit peu la mémoire. Dans la partie édition, ici, on récupérait le visRequest data post ID. Le problème, c'est que dans le cas de l'ajout d'un nouveau contenu, dans l'URL, on n'a pas envoyé d'ID. Du coup, il n'a pas d'ID et le système ne peut pas fonctionner. Donc ce que l'on va faire en fait, c'est qu'on va passer par un système de brouillon qui consistera tout simplement à créer un faux contenu lorsque l'on veut ajouter un contenu et qui sera utilisé comme brouillon. Donc au niveau de ma base de données, si vous vous souvenez, donc le principe c'est tout simplement de créer un contenu qui aura un statut online par exemple à -1 qui permettra de savoir que c'est un brouillon. Et automatiquement quand l'utilisateur choisira d'ajouter un contenu, on éditera ce contenu là. Donc le principe est relativement simple, on va aller dans notre contrôleur, donc ici page contrôleur, et on va se rendre sur la partie edit. Donc ici, si un ID était défini, dans ce cas-là, on faisait un comportement. Sinon, on ne faisait rien. Mais là, tout simplement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter une condition, else, c'est-à-dire qu'on n'a envoyé aucune donnée et qu'on n'a pas d'idée. Donc c'est bien le cas que l'on veut. Mais dans ce cas-là, on va générer un brouillon. Donc pour générer ce brouillon, ce que je trouve le plus simple, c'est tout simplement d'utiliser directement le modèle. Donc là, on va créer une fonction dans le modèle qui va s'appeler getDraft. Et cette fonction retournera le brouillon ou le créera s'il y a besoin. Donc ici, je vais aller dans mon modèle post, donc modèle/post, et je vais créer cette fonction. Donc je vais la créer juste avant les fonctions génériques de CakePHP. Donc public, function, getDraft, et ici ce que je vais faire passer un argument qui permet de savoir le type d'article, pour savoir si je suis sur un post ou une page. Donc là, je suis sur une page, donc je mets page. Et donc là, je prends un argument, le type de contenu, donc post type. Et je n'oublie pas de bien documenter la fonction, donc ça c'est très important pour pouvoir m'y retrouver par la suite. Donc permet de générer, récupérer un brouillon. Alors, ici, d'abord je vais chercher si j'ai déjà un contenu qui correspond à ce post type et si en plus j'ai un contenu qui est en online -1. Donc ici, je vais stocker ça dans une variable que je vais appeler post égale vis find. Je prends seulement le premier, first, et après je vais mettre mes conditions. Donc conditions. Et là, au niveau de mes conditions, c'est online, il est à -1. Et ensuite, le post type, donc ou type, correspond au type que j'ai envoyé. Donc là, je mets directement type, ça permettra un petit peu de gagner du temps. Et c'est tout, j'ai pas besoin de mettre un limite ou autre chose vu que je suis sur un find first. Et hop. Et je me fais pas avoir par les parenthèses. Donc si je ne trouve rien, donc if empty de $post, dans ce cas-là, je vais le créer. Donc je vais faire this, save, et c'est parti. Donc au niveau des données que je sauvegarde le post ID, donc je sauvegarde le type, donc type, c'est le type qui est envoyé en paramètres, et je sauvegarde aussi l'état, et je mets online à -1. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, du coup, ce que je peux faire, c'est retourner directement post. Par contre, si c'est le cas, là, il faut que je récupère l'information et je vais faire juste un vis read. Et là, automatiquement, ça aura sauvegardé, ça aura lancé la sauvegarde et du coup, j'aurai mon save qui a bien fonctionné. Et du coup, quand je vais faire le read, il va lire les informations par rapport à la ID qui a été rentrée. Donc là, je vais mettre après un return vis read.
Alors là, par contre, un petit point, c'est que le save risque de ne pas fonctionner, tout simplement parce que les informations ne suffisent pas au niveau des règles de validation. Donc par défaut, le save, on l'avait vu au moment de l'édition, vérifie que les règles sont respectées, et si elles ne sont pas respectées, annule la sauvegarde. Là, je veux outrepasser ce problème-là, donc ici, je mets virgule false, c'est-à-dire est-ce que je dois valider ou pas les informations. Et en mettant un false, ça ne validera pas les infos. Et là, si vous actualisez la page, vous devez vous rendre compte que ça ressort le premier article. Alors c'est plutôt bizarre parce que normalement c'est pas censé le faire. Si vous regardez au niveau de la requête SQL, vous voyez qu'ici il cherche online qui est égal à 1. Alors que si vous regardez au niveau de votre code source, vous avez bien online moins 1. Tout simplement, ça c'est dû au fait que dans la structure de votre base de données, vous avez mis online à tinyInt. Et pour CakePHP, tinyInt c'est un booléen. Donc ça peut être soit 0, soit 1, mais aucune autre valeur. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va changer la structure de cette table et on va mettre plutôt que c'est un entier. Du coup, ça ne va rien changer au niveau de notre base de données, mais lorsqu'on va lui demander quelque chose qui a online à moins 1, ben vous voyez qu'automatiquement, il cherche ce contenu-là. Il cherche bien le moins 1 et non pas 1. Du coup, il ne le trouve pas et tout le reste de notre script s'exécute bien. Et on voit bien qu'on a bien un poste qui a l'ID 5 et qui est bien récupéré. Du coup, notre TinyMCE se met à marcher. Et si vous cliquez sur ce bouton-là, vous voyez que normalement, ça ouvre une iframe avec le nouvel ID. Donc moi, dans mon cas, c'est l'ID numéro 5. Donc on va faire un petit test tout de suite, on va vérifier. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est réactualiser la page et voir que vous récupérez bien le contenu qui a bien l'ID 5. Donc si vous recliquez sur l'image et que vous réinspectez l'élément, ici, vous voyez bien qu'on a l'information numéro 5. Alors après, à vous de voir si vous voulez afficher ce brouillon au moment du listing. C'est-à-dire que là, dans page, maintenant, vous voyez que j'ai mon faux contenu. Donc, ou vous, dans vos conditions, vous mettez que vous voulez que la valeur soit supérieure ou égale à 0. Et du coup, ça va enlever ce système-là. Ou vous laissez ce système de brouillon pour que l'utilisateur puisse aussi recliquer sur l'édition. Donc à vous de voir. Moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement le cacher de admin list. Donc je reviens dans mon page contrôleur. Ici, dans mon admin index, qui se trouve ici, j'empêche ce listing. Donc au niveau des paginate, ici on a le type et je vais mettre au niveau du online supérieur ou égal à 0. Ou là directement je peux le mettre la valeur ici. Et automatiquement si j'actualise, ça me dégage bien cet élément. Donc je peux recliquer sur ajouter une page et ajouter ma page de manière normale. Voilà. Et là, en ligne, on met ça à 0. Ou directement on met ça sous forme de input de type checkbox. Alors il le mettait par défaut parce qu'il savait que c'était un booléen. Là c'est plus le cas. Donc ici on va mettre type égale checkbox. Du coup ça marche. Vous voyez que maintenant c'est bien une checkbox qui est cochée par défaut. Mais vous voyez que quand on cochera la valeur, ça mettra ici moins 1. Donc ça ne voit pas du tout. Donc là au niveau de mon post, lorsque je renvoie les informations, que je retourne le visread, ce que je vais faire, je vais plutôt le stocker. Ici, donc stocker ça dans post. Du coup là, j'ai plus besoin de faire le else et je vais changer la valeur. Donc je vais mettre que par défaut, c'est post, et ici que la valeur de online est à 0. Comme ça, lorsqu'on sauvegardera ce formulaire-là, ça sauvegardera un article qui serait en mode hors ligne et ça pose pas de problème au niveau du checkbox. Et après, seulement, je peux retourner post. Voilà, donc maintenant, si je reclique pour ajouter un contenu, la case par défaut est décochée et lorsque je vais à cocher, la valeur qui va être associée, c'est bien 1. Et du coup, j'aurai pas de problème au niveau de mon système de mise en ligne, mise hors ligne. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc je vais créer ce faux contenu. Donc je vais l'appeler contenu test. Et ici, je vais mettre mon contenu de test. Et ce que je vais faire, je vais y associer une petite image pour rigoler. Donc je vais choisir une image dans ma bibliothèque. Et je vais prendre cette image-là, voilà, ajouter, et je l'insère dans mon article. Donc le petit problème que je voulais vous montrer, ça va être cette image, insérée dans mon article. Voilà. Donc maintenant le petit problème, c'est que se passe-t-il si j'enregistre ces informations, donc je retourne bien sur cette vue-là, et si je supprime mon contenu. Le problème, c'est que si je supprime mon contenu, automatiquement, l'image ne sera pas supprimée. Et tous les médias associés au contenu ne seront pas supprimés. Ce qui fait qu'au niveau de ma base de données, ça ne va pas forcément être très propre. Du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va associer nos posts à nos médias. Donc au niveau de mon modèle post, je vais créer une liaison. Donc je fais public, as many, et un post, il a plusieurs médias.
Donc automatiquement, CakePHP saura faire la liaison, c'est-à-dire qu'il va chercher dans la table média un champ post-ID. Donc là, on va vérifier au niveau de notre base de données, c'est bien ce qu'on avait fait. Au niveau de notre table média, on a bien un champ post-ID. Donc automatiquement, il sera capable de faire la liaison. Si maintenant j'actualise la page, par exemple pour éditer celle-là, ben vous voyez qu'au niveau des requêtes, il récupère tous les médias où le post-ID est égal à 1, c'est-à-dire qu'automatiquement, il fait la liaison. Pour vous prouver un petit peu ce que je dis, au niveau de mon page contrôleur, ici, au niveau de admin, même admin index, si vous faites un petit debug $D et que vous vous rendez sur la page, vous allez voir que pour chaque page, il va y associer les médias. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt bien si vous voulez automatiser les recherches, mais le problème c'est que ça pompe pas mal de besoins au niveau SQL. Vous voyez qu'à chaque fois, il récupère tous les médias. Donc ici, moi, je n'en ai pas forcément besoin tout le temps. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon modèle post, je vais définir la récursivité par défaut. Donc la récursivité, c'est jusqu'à quelle profondeur il doit aller pour récupérer les informations. Donc ici, par exemple, si on met récursive et qu'on le met à -1, automatiquement CakePHP arrêtera de faire ses requêtes récursives. Et vous voyez qu'ici, il ne récupérera seulement le modèle qu'on lui demande, que le modèle post. Et du coup, lorsqu'on en aura besoin d'une récursivité un petit peu plus importante, on lui demandera. Mais là, pour le coup, on n'en a pas besoin. Donc pourquoi avoir défini cette liaison? Tout simplement parce que dans les propriétés de cette liaison, on va pouvoir définir une valeur de dépendance. C'est-à-dire que si on supprime un contenu, on veut automatiquement supprimer les médias associés. Donc ici, je mets que le asMany c'est toujours média, et ensuite on peut préciser tout un tas de paramètres. Par exemple la foreign key, la clé étrangère et plein de choses. Mais nous, on va juste mettre dépendante, et on va mettre ça à true. Et en fait, ce que l'on veut, c'est que du coup, dès qu'il va supprimer un post, il va automatiquement supprimer les médias associés. Donc je vais faire un petit test tout de suite, je vais me re-rendre sur ma page, et ici je vais supprimer le dernier contenu que j'ai ajouté. Donc juste avant, je vais me rendre sur phpMyAdmin et voir les médias. Donc là vous voyez que j'ai 3 médias avec celui-là qui est le dernier ajouté, qui est l'aurore boréale, qui est bien ici. Donc maintenant je clique sur supprimer pour supprimer mon contenu. Le contenu c'est bien supprimé, et si j'actualise ma base de données, vous voyez qu'automatiquement l'image a bien été supprimée de ce système-là. Le problème, c'est qu'au niveau de mon dossier ici, l'image n'a pas été supprimée. Ça, c'est problématique parce qu'au niveau de mon espace d'hébergement, ça va laisser plein d'images qui ne servent à rien et ça va prendre de la place. Donc, je vais recréer un contenu. Donc, hop, je vais remettre celui-là en ligne par la même occasion. J'ajoute un nouveau contenu. Je vais l'appeler contenu de test. Et là, de la même façon, j'insère encore une fois mon image. Donc, je l'insère comme ça. Et je vais insérer la version 400 par 300 que je vais aligner à gauche. Voilà. Donc là, je reclique sur envoyer, je mets mon contenu en ligne et automatiquement ça générera l'URL. Donc le principe, c'est que quand je supprime, ça supprime automatiquement les images. Donc si vous vous souvenez, on avait créé un contrôleur média qui se chargeait un petit peu de tout notre système. Et dans ce contrôleur, on avait une action delete qui supprimait les images. Mais ce que l'on peut faire pour faire encore plus propre, c'est tout simplement se rendre dans le modèle média et lui dire de faire une action lorsqu'on supprime un média. Donc pour faire ça, on fait une fonction publique qu'on appelle beforeDelete. Donc il existe plusieurs hooks, il y a beforeDelete et vous avez de la même façon afterDelete. Là, pourquoi on le fait avant la suppression? Tout simplement parce qu'on aura besoin de récupérer les informations concernant l'image pour savoir où se trouvent justement les différentes images. Donc toute la logique qui était avant, qui permettait de récupérer les images, on va la supprimer. Enfin, la couper et la mettre directement dans ce modèle, dans le beforeDelete. Donc dans le beforeDelete, on a au niveau de cette information, on a déjà l'idée. Donc là, c'est pas forcément nécessaire de faire cette demande-là. Donc ici, on récupère l'URL. Donc on n'a pas besoin d'appeler le modèle vu qu'on est déjà dedans. Ensuite, on supprime tous les fichiers. Donc j'ai accès aux constantes, il n'y a pas de problème. Je fais un explode, je fais tout le reste et ça devrait fonctionner. Et à la fin, je fais un return true pour préciser que tout s'est bien passé au niveau de ma suppression. Donc maintenant, je retente, je regarde dans mon dossier, j'ai bien cette image-là. Je vais dans mon contenu et ici, je supprime mon contenu test. Automatiquement, mon contenu s'est bien supprimé, l'image s'est aussi bien supprimée et au niveau de ma table, tout s'est bien supprimé. Voilà, donc là, maintenant, le gestionnaire de médias est parfait, tout fonctionne super bien. Et vous voyez bien que ça nettoie bien les informations. Donc ça, il ne faut pas hésiter vraiment à utiliser toutes les fonctionnalités des modèles pour alléger d'une part vos contrôleurs. Donc là, vous voyez que du coup, la fonction delete est super simple. Et d'une autre part, à automatiser toutes les choses qui doivent se faire avant ou après la sauvegarde ou la suppression. Donc voilà, là on a fini
une bonne fois pour toutes avec la gestion des pages et on va pouvoir passer à la gestion des articles. Donc globalement, les articles, ça va être quasiment la même chose que les pages, au détail près qu'ils vont être classés un petit peu par catégorie. Donc pour l'instant, on va partir sur la gestion simple, sans forcément la liaison sur les catégories, et on va dupliquer notre contrôleur page. Donc ici, je vais dans app, contrôleur, je duplique page, que j'appelle du coup post contrôleur, et de la même façon, dans les vues, je vais dans ma vue page et je duplique ce dossier-là pour l'appeler post avec un S. Voilà. Donc je vais supprimer un petit peu tout ça. Je vais dans mon dossier contrôleur, j'ouvre post contrôleur et je remplace page par post. Donc au niveau de use, j'ai plus besoin de préciser le modèle à utiliser vu qu'il va charger automatiquement le modèle post comme on le souhaite. Et au niveau des types égale page, je les remplace tout simplement par un type post. Voilà. Donc ici, je le change un petit peu partout. Donc là, je récupère le draft pour post et là, ça va mettre l'article a bien été supprimé. L'article. Voilà, donc bon, je recherche un petit peu partout, mais globalement, vous voyez qu'il y a assez peu de changements à faire, le modèle ne change pas, donc toutes les informations vont rester plus ou moins similaires. Donc on est parti. Maintenant, au niveau de mon template d'admin, admin.ctp, j'ai besoin de rajouter un lien vers la gestion des postes. Donc je duplique ce LI et ici je vais mettre article et l'action ça sera toujours index sauf que le contrôleur ça ne sera pas page mais poste. Donc du coup j'actualise, je vais ici sur ma gestion des articles et vous voyez que je n'ai bien aucun article. Par contre là j'ai ajouté une page, alors moi je vais remplacer par ajouter un article. Donc au niveau de mes vues, c'est la vue d'un post admin index, je rajoute ajouter un article. Et là, vu que j'avais tout mis en relatif, vous voyez qu'il n'y a pas le contrôleur de préciser, automatiquement ça va bien fonctionner. Et je vais en profiter pour changer le nom de cette variable-là, page, tout simplement par post pour que ce soit plus logique pour la personne qui suit. Et ici, gérer les articles. Voilà, donc vous voyez qu'en 2 temps 3 mouvements, on a fait quelques changements et ça fonctionne bien. Donc j'actualise. Donc là, il me dit que post, il ne connaît pas, c'est tout simplement dans admin index, je dois remplacer page par post. Voilà. Donc je clique sur ajouter un article, ça me permet toujours d'éditer un article. Donc là je vais mettre mon premier article et juste avant je vais vérifier que je n'ai pas de problème au niveau de admin edit. Donc ici admin edit, vous voyez que j'avais mis un type et par défaut j'avais mis la valeur à page. Donc là la valeur c'est post. Et encore ça on pourrait le supprimer vu que maintenant on a l'édition. Allez carrément on va le faire. Donc je réactualise la page. Ici je mets mon titre. Je précise pas d'URL, où là on va mettre mon premier article. Et ici au niveau du contenu, on va mettre mon contenu pour tester. Donc dans la précédente série qui était consacrée au développement d'un site, mais sans utiliser de framework, on m'avait posé une question intéressante justement à propos de ce système de brouillon. On m'avait dit que se passe-t-il si plusieurs administrateurs travaillent en même temps? Est-ce qu'ils ne risquent pas d'éditer le même brouillon? Alors effectivement, c'est le cas, c'est ce qui risque de se passer si vous avez plusieurs administrateurs. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement au niveau de votre table, au niveau des postes, de mettre peut-être un champ User ID qui vous permettra de savoir quel utilisateur a créé le contenu. Du coup, vous aurez 2 brouillons, un par utilisateur, et vous n'aurez aucun risque que les utilisateurs s'entrecroisent au niveau de la gestion des brouillons. Voilà. Donc comme ça vous permet de corriger ce problème-là. Donc là, je continue, je vais ajouter un second article. Voilà, donc là, au niveau de l'édition, vous voyez, j'ai fait aucun changement. Donc on verra l'édition de catégorie juste un petit peu plus tard. On va passer directement au front office et faire fonctionner ce système d'articles. Donc là, je vais devoir rajouter dans mon menu un petit onglet qui s'appelle article. Donc je vais ici dans ma vue, dans Elements, et là j'avais un petit menu. Là tout simplement, je vais dupliquer ce petit ali et rajouter un lien vers article. Donc là je vais l'appeler news. Et le contrôleur, ça sera post, donc array contrôleur post avec un S, et l'action, ça sera tout simplement index. Et cette action permettra de lister les différents articles. Donc au niveau de mon post contrôleur, je n'ai pas d'action index, donc je vais la créer tout de suite. Donc là, ça va permettre d'afficher la home des news. Bon, voilà, je ne suis pas très inspiré. Et la fonction, c'est index. Et elle ne prend aucun paramètre pour le moment.
Donc cette fonction, si j'y vais tout de suite, je devrais avoir une petite erreur qui me dit que la vue n'existe pas. Donc ne vous inquiétez pas, rien de grave, je crée tout de suite la vue, donc je vais dans Post, et je crée un nouveau fichier CTP que j'appelle index.ctp. Donc je reviens ici sur mon post-controller, et là je vais renvoyer les différents articles. Donc je vais faire un paginate, un petit peu comme pour l'admin. Donc ici je fais $d post égale vis paginate, et là qu'est-ce que je pagine? Je pagine directement les articles, donc post. Sauf que j'ai besoin de préciser quelques conditions. Je veux récupérer seulement ceux qui sont de type post, et je veux les récupérer seulement s'ils sont online à 1. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à envoyer tout ça à ma vue. Donc au niveau de ma vue, j'ai juste à faire ici, on va mettre un petit H1 pour, même pas. On va mettre un petit H1 pour dire blog, et ensuite on est parti, on récupère les différents articles. Donc for each post as $k $v. Ensuite, pour éviter l'index, on fait $v égale courante de $v, vu que de toute façon on n'a pas besoin de récupérer les modèles liés. Et ensuite, on peut parcourir les différents contenus. Donc là, je vais afficher le titre, donc c'est $v name, et ensuite je vais afficher le contenu. Donc pour afficher le contenu, c'est echo $v content. Voilà, donc là c'est assez brut. Si j'actualise, vous voyez bien que je récupère mon premier post et mon second. Donc là, il y a un petit problème au niveau du float, parce que l'image est en float et du coup, le contenu ne va pas à la ligne. Donc là, ce que je vais faire, juste après, je vais mettre un petit clear. Donc ici, div.cb, donc cb comme clearbof. Et du coup, il faut que je crée ce CSS. Donc je vais dans mon CSS. Là, c'est dans, on va le mettre ça dans patterns. .cb et je vais mettre un clearbof. Clear de .bof. Et automatiquement, vous voyez bien que j'ai mon contenu qui va à la ligne. Donc moi, ça me va bien, mais ce que j'aimerais bien, c'est plutôt récupérer seulement le début de l'article. Donc là, je vais mettre des contenus un petit peu plus longs au niveau de mes articles. Donc j'ai créé un petit lorem ipsum. Voilà. Et ici, je vais éditer mes articles. Donc je ne vais pas passer par PHP by admin, je vais passer directement par mon super back-office. Donc là, je vais mettre un premier contenu un petit peu long. Voilà. L'image, je la mets juste ici, et j'envoie, et je vais faire la même chose pour le second article. Voilà, et j'envoie aussi. Donc maintenant, si je réactualise, vous voyez que j'ai des contenus assez longs, et moi ce que j'aimerais bien, c'est juste récupérer une partie du contenu, pas tout. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire deux choses, soit créer un champ supplémentaire au niveau de la base de données, soit créer un système comme un petit peu WordPress qui permet d'insérer un séparateur pour l'utilisateur, donc un genre de shortcode, ou on peut utiliser directement le helper truncate, le helper texte plutôt de CakePHP. Donc vous vous rendrez sur la documentation et vous cherchez le text helper, voilà, et ce text helper a une fonction plutôt sympa qui s'appelle truncate. Et cette fonction vous permet de tronquer un texte, mais tout en respectant le code HTML. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on va faire un petit test tout de suite. Ici, au moment de ma page index, je vais lui dire de tronquer et de récupérer seulement les 100 premiers caractères. Donc ici, je vais mettre texte, vis, texte, truncate. Ça prend en premier paramètre le contenu, en second paramètre le nombre de caractères, et en troisième paramètre les options. Donc les options, vous avez le mot à la fin, donc par défaut c'est 3 petits points. Exact, c'est est-ce que vous voulez couper par défaut ou... Exact, c'est est-ce que vous voulez couper net, c'est-à-dire qu'à la fin du 100e caractère, on coupe, peu importe que ça coupe un mot ou pas. Si vous mettez exact à false, ça laissera le dernier mot. Donc ça, c'est plutôt cool si vous voulez avoir quand même un texte qui soit logique. Et HTML, ça permet de savoir si vous voulez aussi couper le code HTML. Donc là, si j'actualise, vous voyez que automatiquement, il me dit que truncate, il ne trouve pas, parce que ce text helper n'est pas forcément chargé par défaut. Donc là, au niveau de mon app controller, donc j'ouvre mon app controller, mais je vais dire les helpers à charger. Donc ici, je vais mettre public $helpers, et là je vais mettre un tableau qui contient tous les helpers à charger. Donc j'ai un helper pour les textes, form, HTML, et aussi un helper pour les sessions. Voilà, donc ça c'est tous les helpers dont je vais avoir besoin. Donc automatiquement,
si j'actualise, ben vous voyez que je n'ai plus l'erreur et j'ai bien mon contenu qui est tronqué. Mais par contre, vous voyez qu'il n'a pas bien respecté le code HTML, c'est tout simplement il s'est arrêté au centième caractère, donc là on va utiliser les options. Donc ici, hop, je fais array, donc exact, je mets ça à false, je veux pas qu'il coupe un mot. Ending, je laisse à 3 points, donc pas de problème, et HTML, je mets à true, c'est-à-dire que je veux qu'il respecte le code HTML. Donc là, vous voyez que du coup, le code HTML est bien respecté, il coupe bien le centième mot. Alors là, vous allez sûrement vous dire, mais non, là, il a coupé en plein milieu. Non, non, c'est bien UT, hein, c'est tout, il n'y a pas vraiment de mots. Donc là, il coupe ce mot-là, il coupe pas en plein milieu, et ça continue, et il respecte bien le code HTML. Donc pour lui, le code HTML ne compte pas comme un caractère. Vous voyez qu'il s'arrête au même endroit à cet article-là, et à cet article-là. Du coup, c'est la même chose. Donc là, vous voyez bien qu'on a nos contenus, et on va rajouter un petit lien, lire la suite. Donc juste après, on va rajouter un petit bouton, donc là, a.btn. Et là, on a besoin de récupérer le lien. Donc, vis, HTML, et vous vous souvenez ce qu'on avait fait, on avait stocké au niveau du modèle le lien. Donc là, on a juste à mettre URL et à mettre le lien, donc v link. Et ensuite, au niveau du contenu, on va mettre lire la suite. Donc si j'actualise, hop, vous voyez bien que j'ai ces boutons de lire la suite. Par contre, quand je clique, vous voyez que l'URL qui est appelée, c'est pas la bonne. Il essaie d'appeler la page. Alors la page, ça fonctionne, mais c'est pas du tout bon. Donc là, au niveau de mon modèle, hop, je vais tout fermer. Donc c'était le modèle post. Ben, au moment où on avait créé le lien, on avait mis par défaut page. Donc ça, c'est pas du tout bon, parce que par défaut, on aura d'autres types. Donc là, je vais vérifier est-ce qu'on a le type du contenu. Donc et i7 post type. Et si on a le type de contenu, ben dans ce cas-là, on va le mettre au pluriel. Donc pour mettre un texte au pluriel, deux solutions. Soit vous affichez le post type et vous rajoutez un S, soit vous utilisez une fonction disponible dans l'API. Alors je crois que normalement c'est l'inflector qu'il a, c'est pluralize, qui vous permet en fait de mettre un mot au pluriel. Donc là, hop, normalement c'est l'inflector. Donc si vous voulez faire un pluriel, vous cherchez, c'est pluralize et le mot. Donc là, tout simplement, hop, on fait inflector, pluralize, et vous mettez le type de contenu, donc post ou page. Et automatiquement, ce script-là se chargera de le mettre au pluriel. Donc l'avantage d'utiliser ce script, c'est que si vous avez des pluriels un petit peu bizarres, ça fonctionnera quand même. Et vous pourrez même créer vos règles, si vous vous souvenez dans le Bootstrap, au niveau de vos règles, ben vous pourrez créer des règles pour le singulier et le pluriel, pour que les fonctions singular et pluralize fonctionnent. Donc là, je reviens sur mon article, j'actualise. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit problème, c'est sûrement parce que dans mon page contrôleur, là où j'avais l'action qui permettait de récupérer le menu, j'avais précisé les champs à appeler et je n'avais pas précisé le champ type à ce moment-là parce que je n'en avais pas besoin. Donc là, je rajoute ce champ et automatiquement, ça rentre dans l'ordre, mon menu refonctionne. Donc là, vous voyez bien que j'ai mon lire la suite et dès que je clique, j'arrive bien sur cette page-là qui pour le moment n'existe pas. Donc on revient en arrière. Autre petit problème, c'est la pagination. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais au niveau du système de pagination, si vous voulez le mettre en place, c'est exactement comme ce qu'on a fait en admin. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Donc là, bon, on va faire un petit exemple tout de suite. Au niveau de la configuration de la pagination dans mon post contrôleur, ben, je vais tout simplement mettre une limite à 1. Donc ici, public paginate égale array. Et on va configurer la limite. Hop, je vais y arriver, limite, et on va mettre 1. Et automatiquement, si j'actualise, vous voyez que ça récupère qu'un seul contenu. Du coup, au niveau de ma vue, j'ai besoin d'afficher la pagination. Donc là, ben, je vais faire un petit peu comme ce que j'avais fait dans Admin Index. Hop, si vous vous souvenez. Hop, admin underscore index. Sauf que c'était pour les pages, mais on va utiliser cette fonction-là, et cette fonction va générer automatiquement notre petite pagination. Donc là, hop, 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 et c'est parti. Et là, vous voyez que je peux maintenant aller d'une page à une autre. Donc à ce niveau-là, il y a assez peu de choses à faire. Après, au niveau de l'URL, si vous voulez personnaliser, vous pouvez utiliser directement les routes. Moi, ça me va très bien parce que de toute façon, je ne vais pas référencer les pages de listing, ça n'a pas trop d'importance. Donc maintenant, il faut que je fasse une autre chose, c'est ce qui permet de lire la suite. Ben là, ça va être la même chose. Je vais aller sur le routing et à cet endroit-là, je vais faire une autre règle qui permet en fait de rediriger vers un article. Donc ça va être post
Au niveau du contrôleur, ça va être post et après tout le reste ne change pas. Donc automatiquement, si j'actualise, vous voyez que quand je passe sur un lien, j'ai une URL bien formatée. Sauf que cette URL, il faut que je le crée. Donc dans mon post contrôleur, la fonction show, elle permet de récupérer le contenu. Sauf que là, au niveau des conditions, je vais en mettre en plus que le type doit être un post. Et de la même façon, au niveau de mon page contrôleur, je vais mettre cette même condition pour éviter qu'on ait un article qui soit affiché depuis la page et inversement. Et du coup, automatiquement, ça s'affiche bien. Donc là, à ce niveau-là, vous voyez que le template show, que ce soit pour les pages ou pour les articles, ça va être le même. Donc on va laisser ça par défaut pour le moment. Donc là, voilà, j'ai mon système qui marche bien. Sauf qu'ici, ces pages au niveau des pages. Hop, voilà, ça se réaffiche bien. Donc du coup, vous voyez, on a fini, on a nos systèmes de pages. Et ici, on a notre système d'actualité. Donc là, on va faire un petit peu mieux, hein. Ça serait trop simple. On veut classer les articles par catégorie. Donc avoir la possibilité de choisir et de gérer les catégories. Donc ce que je vais faire, je vais me re-rendre sur le back-office et créer un nouveau système pour gérer des catégories. Donc avant toute chose, il faut créer la table au niveau de ma base de données. Donc je vais créer une nouvelle information, donc une nouvelle table. Je vais l'appeler catégorie avec un S, categories, qui prend en paramètre un ID. Forcément, hein, qui est en auto-incrémente et en clé primaire, ça vous êtes habitué. Ça aura un nom qui sera en varchar de 255, on prévoit assez large. Et on peut imaginer un autre champ qui est le slug, dans le cas où on utilise les catégories dans l'URL. Donc là c'est le slug, pareil, varchar. Et ici on prend au niveau de l'information 255. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir créer mon système de catégories. Donc je suis parti, je vais créer un nouveau contrôleur. Donc je vais dans contrôleur, nouveau fichier, et je vais l'appeler categories contrôleur.php. Donc je crée ce contrôleur, classe categories contrôleur, extends de app contrôleur. Donc pour l'instant, ça aura que des actions qui sont liées à l'admin. Donc je vais créer une première fonction admin index qui me permet de lister les catégories. Et ensuite une autre fonction qui va me permettre de récupérer et d'éditer un contenu. Donc function admin edit. Et de la même façon, une autre fonction admin underscore delete. Donc vu que je viens de créer tout ça, je vais avoir besoin de créer les vues qui sont associées. Donc je crée un nouveau dossier que je vais appeler catégorie avec un S. Et dans ce dossier-là, un nouveau fichier que je vais appeler pour l'instant admin underscore index.ctp. Donc on va créer seulement cette vue-là, on créera les autres un petit peu plus tard. Donc là, au niveau de mon catégorie contrôleur, je vais récupérer toutes les catégories. Donc ici, je mets $d categories égale this find this plutôt catégorie au singulier find all. Et comme ça, je les récupère toutes. Là, j'ai pas besoin de faire de pagination parce que j'imagine que je n'aurai pas plus de 60 catégories. Hein. Et après, j'envoie tout ça à ma vue. Donc là, au niveau de mon admin index, ça devrait fonctionner. Donc j'actualise. Je vais créer le petit bouton en haut. Donc là, je vais rééditer admin CTP. Et hop, je crée un nouveau lien. Catégorie. L'action, c'est toujours index et le contrôleur, cette fois-ci, c'est catégorie. Donc si j'actualise et que je clique là, j'arrive bien sur ma vue. Donc là, on va copier un petit peu ce qu'on avait pour les admin index des autres systèmes. Donc là, je vais aller sur les pages, je vais prendre cette page-là et on la copie. Donc là, ça va être gérer les catégories. Là, c'est ajouter une catégorie. Et au niveau des informations, on n'aura besoin que de l'id, du nom et de l'action. Donc là, on fait sauter le coup de online ou pas. Automatiquement, les catégories seront associées. Et tout le reste de la même manière assez constant, sauf qu'on n'a pas de pagination. Donc là, j'actualise. Donc il me dit undefined index page, c'est normal, c'est catégorie avec un S. Voilà, donc là, vous voyez que maintenant, imposer des panneaux supplémentaires, c'est super rapide. Alors, on va passer à la vue qui permet d'ajouter du contenu. Donc là, c'est la vue admin edit. Donc je vais dans mon petit dossier et je crée un nouveau fichier que j'appelle admin underscore edit.ctp. Et là, de la même façon, je vais copier ce que j'avais à cet endroit-là, sauf que je vais l'alléger un petit peu. Voilà, ça sera ça. Donc là,
éditer une catégorie. Le create, ça sera par rapport à l'objet catégorie, au modèle catégorie. On fait passer le nom, le slug et l'id, rien de plus, rien de moins. Et on fait un echo this form end pour fermer le formulaire. Envoyer. Voilà, donc ici maintenant si j'actualise, je peux créer ma nouvelle catégorie. Donc à ce niveau-là, au niveau de mon contrôleur catégorise, ben, j'ai besoin de tester si des valeurs ont été postées. Donc if this request is post ou c'est input. Donc dans le cas où on veut ajouter ou éditer. Dans ce cas-là, ben, on sauvegardera les informations. Donc this catégorie save et on envoie directement les informations que l'on récupère. Request data. Si ce n'est pas le cas, else if, mais qu'on a un ID de défini, ben dans ce cas-là, on va lire les informations pour pouvoir permettre à l'utilisateur de les éditer. Donc là, on fera un this catégorie ID, on définira l'id par rapport à ce qu'on a récupéré, et ensuite on fera this request data, et dedans on injectera les valeurs qu'on récupère avec un this catégorie read. Voilà. Donc là, vous avez vu tout au long, je n'ai pas créé de modèle catégorie parce que je n'en avais pas forcément besoin. Mais ce que vous pourriez faire, c'est tout simplement créer un modèle, tout simplement pour avoir la fonction before save qui permet automatiquement de créer le slug. Donc là, moi, je vais directement mettre les slugs au fur et à mesure. Donc là, je crée ma catégorie audio. Donc là, il me dit qu'il attend un petit argument. C'est tout simplement au niveau de mon contrôleur. J'ai oublié de lui préciser que l'ID n'était pas forcément défini. Donc ici, je mets nul. Et je retourne sur mes catégories. Donc là, ma catégorie audio c'est bien créé. J'ajoute une catégorie et on va l'appeler vidéo. Voilà. Donc là, mon système c'est bien créé. Je vais rajouter peut-être un système de flash ici. Flash, la catégorie a bien été sauvegardée. Et à la fin, je redirigerai vers la vue index. Donc ici, redire. This redirect. Et là, c'est l'action index. Voilà. Donc mes deux catégories sont bien créées. Maintenant, il faut que je permette... Bon, je vais tester l'édition au passage. Donc l'édition, on voit que ça marche bien. Et la suppression, j'ai juste à faire la même chose que pour le reste. Hein. C'est toujours la même chose à ce niveau-là de toute façon. Hop, hop, hop. D'abord, je mets un message comme quoi la catégorie a bien été supprimée. Ensuite, je fais un delete, mais cette fois-ci, je sélectionne la catégorie et je redirige vers le référeur. Et je n'oublie pas de préciser qu'en paramètre, j'ai besoin d'un ID, qui se trouve plutôt ici. Voilà, maintenant, au niveau de ma gestion des articles, quand j'édite un article, j'aimerais bien avoir un petit select qui me permet de choisir la catégorie. Donc, au niveau de ma base de données, pour les postes, je vais créer un nouveau champ. Donc, au niveau de la structure, ajouter un nouveau champ que je vais appeler catégorie au singulier _id. Et là, je vais mettre un entier et ça sera automatiquement associé à l'id de ma catégorie. Donc là, pour éviter que ce soit un petit peu lent au niveau des requêtes, je mets ça sous forme d'index. Voilà. Sauf que par défaut, hop, je vais mettre une valeur à 0. Donc défaut asDefined 0. Voilà, donc ça c'est tout simplement pour éviter de prendre de la mémoire pour les contenus qui n'auraient pas de catégorie par défaut. Donc au niveau de mon système, je vais faire mon petit select. Donc là, quand je suis sur l'édition d'un article, ici, je vais revenir sur mon post contrôleur et changer 2-3 trucs. Donc déjà, je vais supprimer cette pagination 1 qui est un petit peu pénible. Et au niveau de mon admin edit, me préparer. Voilà, donc là, c'est plus éditer une page, mais éditer un article. Alors, au niveau de mon système, il faut que je permette d'ajouter un champ qui permet de modifier la catégorie de l'article. Donc là, je rajoute un champ classique. Le champ, c'est catégorie _id, celui que je viens de créer au niveau de ma base de données, et le label, c'est catégorie. Le problème, c'est qu'automatiquement, le framework n'est pas si puissant que ça, hein, il n'est pas capable de deviner qu'est-ce qu'il doit mettre dans ce select. Mais vous allez voir, c'est relativement simple. Au niveau de mon post contrôleur, ici, j'ai juste à dire, au niveau de l'action admin edit, de charger le modèle catégorie, donc this load model catégorie. Sinon, je ne pourrais pas faire de requête auprès de ce modèle-là. Et ensuite, de récupérer les informations en faisant un this catégorie find
Et là, moi, je vais récupérer un tableau qui est indexé par les ID des catégories et qui a en valeur le nom. Donc CakePHP a un truc super pratique qui s'appelle un find list. Automatiquement, ce find, comment il fonctionne? Il récupère en index les ID et en valeur, il cherche un champ qui a la valeur name. Donc là, c'est pour ça qu'à chaque fois, je nomme les titres name, c'est pour après pouvoir faire des find lists. Et là, du coup, ça récupérera les données, mais ça ne les envoie nulle part. Si vous voulez automatiser au maximum, ce qu'il faut faire, c'est l'envoyer dans une variable qui a le nom de l'association au pluriel. Donc là, c'est catégorise avec un S. Et automatiquement, vous envoyez ça à la vue. Et là, CakePHP fait ça de manière super clean. Automatiquement, il comprend que dans ce champ, il doit trouver la valeur qui est associée catégorise. Et automatiquement, je peux dire par exemple que mon premier article sera un article lié à l'audio. Et que mon second article sera un article lié à la vidéo. Voilà. Donc maintenant, si vous allez dans votre base de données, que vous actualisez un petit peu la table poste, vous voyez qu'automatiquement, on a ce champ catégorie ID. Donc maintenant, l'idée, c'est au niveau du front office, répercuter un petit peu nos modifications. Donc là, aussi, au niveau du système de news, j'aimerais bien mettre une petite sidebar à droite qui indique, qui indique les différentes catégories et qui permet à l'utilisateur de sélectionner une ou une autre catégorie. Donc là, je vais prendre tout simplement mes vues qui ont rapport avec les posts. Donc là, c'était index. Tout ça, je vais le mettre, je vais utiliser la grille, je vais le mettre dans une div qui a la span, qui a la classe span, on va mettre 14, on va mettre span 13, et du coup, après, je pourrais mettre ma sidebar dans une autre div qui a la classe span 4. Parce que 4 plus 12 égale 16. Voilà. Et tout ça, c'est une ligne, donc je vais mettre tout ça dans une div qui a la classe row. Et là, je vais faire un petit test, je vais mettre un petit H2 avec marqué sidebar. Donc juste pour tester qu'au niveau visuel, ça fonctionne. Donc là, ça fonctionne bien. Et là, je vais mettre un UL et avec des ali et lister mes catégories. Et je vais faire la même chose sur cette page-là. Donc le problème, c'est que c'est quelque chose qui va être présent sur plusieurs pages. Donc un petit peu comme le menu, je vais créer un élément. Donc là, je vais carrément copier tout ça et je vais mettre ça dans un élément. Donc echo, vis, element. Et là, je récupère l'élément sidebar. Donc automatiquement, j'ai besoin de créer cet élément. Je vais dans View, Elements. Et là, je crée un nouveau fichier que j'appelle sidebar.ctp. Et là, je mets la même chose que ce que j'avais avant. Là, je suis encore une fois embêté. J'ai besoin de récupérer les catégories. Rien de grave, je peux utiliser le request action. Donc, je vais me prendre le modèle et prendre un petit peu ce qu'on avait fait ici. Donc si vous vous souvenez, ça fonctionnait comment? On appelait une action dans un contrôleur. Donc là, l'action qui me semble la plus logique, c'est tout simplement de l'appeler dans le contrôleur catégorie. Donc ici, je vais appeler le contrôleur catégorise. L'action, on va l'appeler sidebar. L'admin, on va le laisser à false. Et ensuite, on fait notre petit for each avec le UL et le li. Donc là, le UL, on ne met pas de classe. Ensuite, on parcourt, là, ça va être pas les pages, mais ça va être directement les catégories. Et après, on verra un petit peu comment on fera le reste. Et je mets un petit end for each. Voilà. Donc maintenant, j'ai besoin de créer cette fameuse action sidebar. Donc je vais aller tout de suite dans mon contrôleur catégorie. Et je vais créer cette fonction. Donc ici, function sidebar. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle récupérera directement toutes les catégories et les renverra directement à la vue. Voilà. Donc ici, je vais faire un $categories. Ou carrément, je fais un return. Allez, return this catégorie find all. Et là, je récupère toutes les catégories. Automatiquement, ma vue les récupérera. Et ici, je peux faire un petit li simple où je vais juste afficher le nom de la catégorie. Donc si j'actualise, vous voyez que j'ai mes catégories. J'ai besoin maintenant d'avoir un lien qui permet d'afficher les articles d'une catégorie. Alors là, c'est un petit peu problématique. Est-ce qu'il faut mettre ça plutôt dans les posts ou plutôt dans le contrôleur catégorie? Alors selon moi, vu que quand même le principe c'est d'afficher des articles, même filtrés par catégorie, je trouve ça plus logique de le mettre dans post. Après c'est vrai que là c'est un petit peu subjectif, c'est un peu à vous de voir. Donc moi je vais créer une action ici, hop, qui va s'appeler catégorie, function catégorie, et qui permet en fait d'afficher, et qui prendra plutôt en paramètre le slug d'une catégorie, et qui permettra d'afficher les articles qui correspondent. Donc après, à vous de voir, si vous trouvez ça illogique, vous pouvez mettre ça dans votre contrôleur catégorie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas forcément qu'une seule façon de développer, j'ai pas la vérité ultime. Donc là, ici, on va faire un petit peu comme le système de poste. Je vais créer mon petit modèle catégorie.
Ça fait depuis quelques minutes que j'essaie d'éviter de le faire, mais je pense qu'on va pas pouvoir y couper. Et je vais utiliser le after find tout simplement pour créer un index link qui me permettra de récupérer facilement le lien vers une page catégorie. Donc là, je n'ai pas besoin de toutes les règles de validation. Je n'ai pas besoin du before delete. Je vais plutôt récupérer de post, je suis désolé. Hop. Donc ici, je n'ai pas besoin du as many, je n'ai pas besoin de préciser une récursivité ni une règle de validation. Pas besoin de la fonction getDraft. Par contre, j'ai besoin de la fonction afterFind. Quoique le before save, je vais le laisser. Et je vais remplacer tous les posts par des catégories. Replace all. Voilà. Donc là, au niveau de mes informations, si j'ai un slug, si j'ai un ID, mais par contre, j'ai pas besoin du type, si j'ai toutes ces informations, le contrôleur, c'est quoi? C'est tout simplement le contrôleur post, parce que de toute façon, les pages ne sont pas associées aux catégories. L'action, ça sera catégorie. Et en paramètre, je lui enverrai le slug. Et le slug, c'est $D catégorie slug, ce que j'ai bien passé. Donc là, maintenant, au niveau de mon sidebar, j'ai juste à passer un lien. Donc là, je fais echo, this, HTML, link. En nom, je mets le nom. Et en valeur, je mets directement le lien. Donc maintenant, si j'actualise, vous voyez bien que j'ai cette information et que lorsque je clique, ça m'appelle le contrôleur catégorie avec le slug. Donc là, j'ai choisi de faire passer ça en paramètre nommé. Encore une fois, c'est tout simplement pour pouvoir contrôler le routing. Donc là, je vais créer une nouvelle règle dans mon routing. C'est slash catégorie slash le slug. Ça renverra vers le contrôleur post l'action catégorie. Ça fera passer seulement le slug et non pas l'ID. Et au niveau des règles de validation, je mettrai seulement que le slug soit un alphanumérique. Voilà. Donc là, vous pouvez espacer ou essayer d'organiser ça un petit peu mieux. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Donc si je reviens en arrière, que j'actualise, vous voyez bien que les actions qui sont appelées sont beaucoup plus propres. Donc maintenant, il faut que je gère ça. Donc au niveau de mon contrôleur post, il ne trouve pas la vue. C'est normal. Donc au niveau de mon contrôleur post-contrôleur, je vais récupérer la catégorie. Donc ici, je vais faire this, load model, catégorie, et ensuite je vais récupérer les informations. Donc là, je vais faire this, catégorie, find, je récupère seulement la première, et au niveau de mes conditions, je vais juste préciser que je veux conditions, que le slug soit égal à la catégorie. Donc là, hop, je vais essayer de mieux organiser les tableaux. Voilà, donc si je ne trouve aucune catégorie, donc je vais sauvegarder ça dans une variable que j'appelais cat, if empty de $cat, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de page qui correspond à ce slug-là. Donc là, je fais un throw new not found exception pour envoyer une exception comme quoi cette page n'existe pas. Dans le cas contraire, tout simplement, je peux continuer mon script et récupérer tous les articles qui ont l'ID de cette catégorie-là. Donc là, j'ai juste à faire la même chose que ce que j'avais fait pour le find list, sauf qu'au niveau des conditions, je mets toujours que le type ça soit post, que online soit ça 1, mais je veux en plus que le catégorie underscore ID soit égal à cat, catégorie, et ensuite à l'ID. Voilà. Et après, j'envoie tout ça à la vue. Et pour éviter de créer une vue supplémentaire, ce que je vais faire, je vais render index directement. Voilà, donc maintenant, si j'actualise, vous voyez qu'automatiquement, il a récupéré qu'un seul article, celui qui correspondait à audio. De la même façon, ici, il récupère l'article qui correspond à vidéo. Donc maintenant, si je continue un petit peu plus, je vais mettre une fausse URL, je vois que ça fonctionne bien. Et voilà, donc là vous voyez qu'on a un système qui fonctionne bien. Donc après vous pourriez aussi faire passer ici la catégorie et au niveau de votre vue index, mettre un title for layout différent suivant les cas. Donc moi ce que je vais faire, je vais continuer. Sur le lire la suite ici, c'est mettre encore une fois la sidebar. Donc là je vais prendre mon action show, donc c'est post show. Tout ça je vais l'entourer dans une div qui est la classe span12. Tout ça je vais l'entourer dans une div qui est la classe row, div.row. Et là, je vais inclure la sidebar. Sidebar.ctp. Pas ctp, juste sidebar. Et le contenu, j'ai oublié, c'est là.
Voilà, donc j'actualise, et maintenant vous voyez que mes pages singles ont aussi la même sidebar. Donc là, on pourrait s'arrêter là, mais quelqu'un m'avait fait une très bonne remarque dans le précédent tutoriel, c'est comment je fais pour afficher entre parenthèses ici le numéro pour récupérer le nombre d'articles qui est associé à chaque catégorie. Donc c'est une très bonne question, j'ai trouvé ça assez pertinent. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment gérer ça sur CakePHP. Donc il y a deux solutions, une mauvaise et une bonne. Donc la mauvaise, ça serait tout simplement de faire une petite requête SQL pour chaque poste et de récupérer le compteur. Donc ça c'est très mauvais. Pourquoi? Mais tout simplement parce que ça vous pompe pas mal de ressources MySQL. Donc le principe c'est quand même d'alléger au maximum le site. Du coup ce que l'on peut faire c'est utiliser une fonction de CakePHP qui gère ça nativement. Donc si vous regardez un petit peu sur la documentation, plutôt sur le book, et que vous cherchez pour counter cache, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors si la doc trouve quelque chose parce qu'elle est assez mal foutue, voilà. Vous avez la possibilité pour les relations asMany de définir une variable counterCache. Donc hop. Donc cette propriété en fait est plutôt sympa. C'est tout simplement, elle permet de cacher le nombre de résultats et le nombre d'associations qu'il y a. Au niveau de votre table catégorie, ce que vous allez créer, c'est créer un nouveau champ. Donc au niveau de la structure, vous ajoutez un champ. Vous l'appelez le nom du modèle associé au singulier, donc post, et underscore count. Et ensuite, vous sauvegardez ça, et par défaut, vous mettez la valeur à 0 parce qu'il n'y a aucune association. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ben ensuite, l'astuce, c'est tout simplement de modifier le modèle post et de lui définir la liaison en dur. Donc là, je vais revenir dans mon modèle, donc post modèle, et je vais créer une relation. Donc là, c'est public belongs to, et au niveau des informations, je dis que chaque article appartient à une catégorie. Voilà. Et en plus, je vais pouvoir préciser différents paramètres, et un paramètre important, c'est justement ce counterCache. Donc là, c'est ce que vous voyez ici au niveau de la documentation, counterCache qui vous permet en fait de définir comment il va compter. Donc ici, counterCache, et vous mettez ça à true. Voilà, pour l'instant, on va se cantonner à ça. Donc je ferme, je retente, et maintenant je vais mettre à jour un de mes articles. Donc je vais mettre le premier article à jour, je le mets dans la catégorie audio et j'envoie. Donc là, automatiquement, si vous revenez sur votre base de données et que vous affichez sur Browse, au niveau des catégories, vous voyez qu'il a récupéré le nombre d'articles qui correspondent à ma catégorie audio et il a mis ça à 1. Donc de la même façon, si j'édite le second article et que je mets lui aussi dans cette catégorie-là, le counterCache sert à mettre à jour et automatiquement en base de données on a 2. Donc ça c'est très bien, hein, on pourrait s'arrêter là, mais ça pose un petit problème. Que se passe-t-il si je mets un article hors ligne et que je sauvegarde? Là automatiquement le counterCache va me dire quand même que j'ai 2 articles dans cette catégorie. Donc là il faut lui dire justement de ne mettre à jour que si l'article est en ligne. Donc il y a deux façons, soit en utilisant le counterCache, au lieu de mettre true, vous pouvez mettre des conditions. C'est ce que vous voyez ici. Donc là, automatiquement, en fait, ce que vous mettez, c'est vous mettez le champ. Donc là, c'est array. Nous, c'était post underscore count. Donc vous pouvez après nommer ça un petit peu comme vous voulez. Et au niveau de la condition, qu'est-ce qui permet de récupérer l'association? Donc là, c'est tout simplement lorsque le post.online est à 1. Dans ce cas-là, il peut faire ce counterCache. Donc maintenant, je vais réessayer. Donc j'actualise mon post. J'édite celui-là. Je le mets en audio et je clique sur envoyer. Donc là, automatiquement, au niveau de l'association, vous voyez qu'il a mis qu'un seul. De la même façon, je vais éditer celui-là, je le mets dans vidéo, je clique sur envoyer, mais vous allez voir que vu que l'article est resté hors ligne, il ne l'a associé à aucune catégorie. Du coup, ça permet de maintenir un nombre valable pour l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il saura que c'est le nombre d'articles en ligne au niveau des catégories. Donc maintenant, si je retourne sur la partie front office, c'est très simple. Au niveau de mon contrôleur catégorie, j'envoie déjà les bonnes informations. Et du coup, au niveau de ma sidebar .ctp ici, je peux mettre juste après point entre parenthèses, un petit espace entre parenthèses, et là mettre le nombre. Donc le nombre, je le récupère en faisant un $v post underscore count. Et là, si j'actualise, vous voyez bien que je récupère la valeur. Donc c'est très simple à gérer grâce à cette fameuse fonctionnalité counterCache qui permet d'obtenir les liaisons rapidement. Donc vous l'avez vu, on a fait une liaison au niveau du modèle. Ça a une autre répercussion plutôt sympa.
c'est qu'au niveau de mon post contrôleur, à chaque fois que j'avais besoin de la catégorie, j'étais obligé de faire un visload modèle et de charger le modèle. Donc ça, on n'est plus obligé de le faire. Vu qu'on a défini la liaison, on peut récupérer le modèle catégorie directement depuis le modèle post en faisant vis post catégorie. Vu que les catégories sont liées au post, automatiquement, les modèles peuvent être attaqués les uns par rapport aux autres. Donc là, je crois que c'est le seul endroit où je l'avais fait. Non, je l'avais fait aussi au niveau de la vue admin edit. Vous vous souvenez, pour récupérer les articles, ben là de la même façon, je vais faire un vis post catégorie. Et si ben, j'actualise ma partie back-office et que je clique sur éditer, ben, vous voyez bien qu'il charge bien toujours les catégories. Donc là, ça évite de faire ce visload modèle et donc de gagner une petite ligne. Donc ce système a été changé par rapport à CakePHP 1, donc je pense que c'est utile de le préciser à ce moment-là. Dans CakePHP 1, lorsqu'on définissait un modèle lié comme ça avec un belongs to ou as many, il le chargeait tout le temps, ce qui alourdissait un petit peu notre site. Donc là, ça a été changé avec PHP 2, il y a du lazy loading, c'est-à-dire que tant que l'on n'utilise pas le modèle lié, ben lui, il ne le chargera pas. Donc c'est pas forcément gênant, contrairement à avant, de charger plein de liaisons à cet endroit-là. Surtout que là, vous voyez, moi j'ai mis le récursif à -1, donc automatiquement, ça le force à ne pas faire les requêtes dans tous les sens. Donc d'ailleurs, on va continuer sur ça. Ici, sur mon second article, j'aimerais bien afficher en tout petit à quelle catégorie il appartient. Donc là, je suis embêté parce que par défaut, ça ne récupère pas la catégorie associée. Donc ce que je vais faire au niveau de mon post contrôleur, je peux définir une récursivité différente de celle du modèle. Donc là, au niveau de mon contenu, je vais plus l'appeler page parce que ça n'a plus de sens, je vais l'appeler post. Je vais mettre toujours la même condition, et sauf que ici, je vais mettre en plus que je veux que la récursivité soit égale à 0. Alors, une petite explication avant de continuer sur cette notion de récursivité. Une récursivité à -1, ça veut dire qu'il ne fait aucune liaison. Autant un belongs to et as many, il ne le fait pas. Récursivité à 0, il fait toutes les requêtes qui ne nécessitent pas de faire une requête supplémentaire. Donc le belongs to, il suffit de faire un left join pour récupérer les catégories, donc il va le faire. En revanche, le as many, il ne le fera pas parce que c'est une requête supplémentaire. Donc globalement, le 0, ça vous permet d'avoir le as1 et belongs to. Et le 1, ça vous permet de récupérer les as many et as and belongs to many. Voilà, donc ça c'est une petite notion sur les associations. Donc là, moi, en mettant le récursif à 0, ça ne fera seulement la liaison sur mes catégories. Donc ensuite, ici, je récupère post, et ben, j'ai besoin d'un peu tous les index, donc là, je vais faire $post. Et là, ben, vu que j'ai changé le nom de cette variable-là, je n'oublie pas de le changer ici, ici et ici. Voilà. Donc maintenant, au niveau de ma vue, là, je récupère post de post content. Ici, je récupère post de post name. Et ensuite, je veux la catégorie. Et pour avoir la catégorie, je mets small. Et là, pour récupérer la catégorie, c'est $post. Catégorie, je récupère directement l'index du modèle lié. Et ensuite, le nom, name. Donc si j'actualise, vous voyez qu'il y a un petit problème. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement que ici, au niveau de mon post contrôleur, lorsque je lui dis je veux que l'ID soit égal à cette valeur-là, lui il me dit mais attends, je ne sais pas si tu parles de l'ID du post ou de l'ID de la catégorie. Vu que maintenant j'ai deux modèles, je suis embêté. Donc là, vous mettez post.id et automatiquement il saura que c'est l'ID qui est associé au modèle post. Et du coup, vous n'aurez plus cette méchante erreur. Donc la petite erreur ligne 1, c'est normal. Hop, ici j'ai oublié de changer page par post. Voilà, donc là vous voyez que maintenant on a notre système d'articles associés à des catégories qui fonctionnent bien. Donc une dernière chose pour finir avec cette gestion d'articles, c'est tout simplement la mise en place de la date de création. Donc pour les pages on n'avait rien fait, par contre pour les posts on a bien envie de changer la date de publication pour pouvoir organiser le contenu différemment. Donc là au niveau de mon admin edit pour les posts, tout simplement je vais rajouter un champ pour la date. Donc là juste après le contenu, je rajoute un champ, et au niveau des informations, je mets tout simplement created. Et au niveau du label, je mets date de création, date de publication. Voilà. Donc automatiquement, si je fais ça, il rajoute un champ, et vous voyez qu'il met tout ça par des selects. Donc bon, par défaut c'est bien, là c'est vrai que c'est un petit peu chiant parce que le bootstrap de Twitter veut à tout prix faire des selects de 200 pixels, mais bon, globalement ça vous permet comme ça d'avoir un système relativement simple. Donc ce système c'est plutôt pratique, on peut changer le format, donc si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous cherchez dans les helpers, donc vous allez dans View, Helpers,
Et ensuite vous cherchez forme, ou là directement on va taper forme parce que j'ai l'impression qu'on va pas s'en sortir. Voilà. Et si vous cherchez date format, voilà, là on vous explique que vous pouvez choisir le format des dates. Et du coup, par défaut, lui il prend un format à l'anglaise qui va pas du tout, c'est-à-dire qu'il met le mois, puis le jour, puis l'année. Moi c'est pas du tout ça que je veux, donc ici je vais mettre juste après mon date format. Date format, jour, mois, année, ce qui est beaucoup plus simple. Donc j'actualise. Et là, vous voyez que maintenant, je peux choisir. Donc je veux publier ça le 10 octobre 2011. Sauf que je ne veux pas le publier à 2h13, mais plutôt à midi. D'ailleurs, bah, ce système de PM et tout ça ne me va pas du tout. Donc là, de la même façon, hop, juste après, je me précise un time format. Et là, je dis 24 pour dire que je veux un système sur 24 heures plutôt qu'avoir les PM et AM. Voilà, donc là, ça va être publié à 21h13. Et je mets en ligne. Voilà, donc maintenant, comme ça va me permettre aussi de réorganiser mes articles. Si je veux que celui-là soit plus haut dans le temps, bah, il suffit tout simplement de changer la date. Ça va pas d'ailleurs, vous voyez que mon second article reste en dernier alors qu'il est censé être devant. Pas de problème, au niveau de mon modèle post, j'ai précisé une organisation par défaut, donc public, order, et je vais dire par défaut d'organiser par post.created ascendant, ou descendant plutôt. C'est-à-dire la date la plus récente en premier. Et automatiquement, vous voyez que mon second article se place bien en premier. Donc maintenant, niveau front office, si vous voulez afficher la date, ben, c'est très simple. Hop. Ici, vous allez dans votre show. Juste après, ben, à la fin de mon contenu, je vais rajouter un petit P et je vais mettre publier. Et là, je vais afficher la date. Donc, par exemple, je fais date D M Y et ensuite h2.i2.s pour avoir la date. Et là, j'ai besoin de récupérer la date de création, donc c'est string to time de $v, de $post, et je récupère la date de publication qui est en fait la date de création, created. Et automatiquement, si j'actualise, ben, vous voyez qu'en bas, j'ai marqué posté le 17 octobre 2011 à 14h15. Donc moi j'aime pas forcément écrire comme ça en utilisant les fonctions de PHP, surtout qu'une fois sur deux on n'a pas les locales françaises et du coup bah, ça reste en anglais. Donc moi je me suis créé un petit helper. Alors pour vous créer un helper c'est très simple, vous allez dans le dossier view, ici vous avez normalement un dossier helper et dedans vous y créez un nouveau fichier. Donc moi c'est lié aux dates, donc je vais l'appeler date helper.php. Et ici je sauvegarde, donc ce fichier ben c'est classique, classe date helper, et je le fais extends de app helper. Voilà. Donc ce fichier me permettra d'afficher une date d'une manière beaucoup plus sympa. Donc ce helper, j'ai besoin de le charger. Donc si j'en ai besoin tout le temps, je peux le faire dans l'app contrôleur. Si j'en ai besoin qu'un seul endroit ou que dans un seul contrôleur, je peux directement le charger que dans le contrôleur où j'ai besoin. Donc là, je crée une variable helpers et je rajoute mon helper date. Donc dans ce date helper, qu'est-ce qu'il fera? Ben, tout simplement, on lui enverra un datetime, donc ce qu'on récupère depuis la base de données, et il se chargera de nous renvoyer une version plus française. Donc par exemple le mercredi 3 octobre à 17h37. Voilà. Donc ici, je vous copie-colle directement deux tableaux que j'ai créés. Donc le premier tableau, c'est un tableau qui contient tous les jours de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et ainsi de suite. Et le second tableau, c'est tous les mois de l'année. Donc je vais créer une première fonction qui va s'appeler show, qui prendra en paramètre un datetime et qui retournera la date. Donc là, ces deux variables d'ailleurs, je vais les mettre en public pour pas avoir de problème. Donc ici, si je veux utiliser, alors là, je vais juste mettre par exemple un return show datetime. Voilà, pour l'instant, vous voyez, cette fonction ne fera rien. Alors show, c'est pas forcément super intéressant comme nom, donc je vais plutôt mettre un French. Voilà, comme ça voudra dire la version française ou bon, je suis pas super inspiré pour le nom, je suis désolé. Donc ici, maintenant, si je veux l'utiliser dans mon système, j'ai juste à faire this date avec un D majuscule, show ou French plutôt, et là mettre entre parenthèses ma valeur. Hop, mon datetime plutôt. Donc si maintenant je mets publier le et que j'actualise,
ben, vous voyez que ça retourne bien le datetime. Donc j'ai besoin de faire un petit peu de traitement pour afficher ça en français. Donc la première chose, c'est de récupérer le timestamp de cette date. Donc timestamp égale string to time de datetime. Donc comme ça convertit mon datetime en timestamp. Et ensuite, je vais récupérer la date au format français. Donc je vais l'appeler date. Ça sera ça sera le jour de la semaine. Alors le jour de la semaine, on le récupère en faisant date n. Mais date n de pas n'importe quel timestamp, mais du timestamp qu'on récupère comme ceci. Sauf que moi j'ai besoin d'afficher le jour de la semaine au format français, donc ça me retourne un numéro qui est compris entre 0, qui est compris plutôt entre 1 et 7. Sachant que 1 c'est lundi et dimanche c'est 7. Donc moi le problème c'est que mon tableau commence à 0, donc ici je fais un petit -1. Donc si je veux récupérer le jour en toutes lettres, j'ai juste à faire this, récupérer les jours, c'est days, et ici entre crochets, je récupère l'index qui correspond. Voilà. Comme ça, hop, à cet endroit-là, j'ai récupéré le jour de la semaine en toutes lettres. Ensuite, j'ai besoin de récupérer le jour, donc mercredi 10 octobre par exemple. Donc là, c'est très simple, c'est date D de timestamp. Ensuite, j'ai besoin de récupérer le mois. On va faire un petit peu la même chose que ce que l'on a fait là. Donc là, je recopie et je colle. Sauf que ce n'est pas N, mais c'est N en minuscule. Donc ça récupère le mois pareil, 1 pour le premier et 12 pour le dernier. Sauf que moi, ça commence à 0, donc je suis obligé de faire un petit -1. Et ensuite, j'ai besoin de récupérer l'année. Donc c'est date de Y majuscule pour récupérer l'année sur 4 chiffres et le timestamp. Voilà, donc là j'ai récupéré la date. Si je fais un petit return date et que j'actualise, donc ça me dit undefined offset 9. Donc, oui, ici c'est pas days mais month. Donc si j'actualise, vous voyez que ça me dit bien le lundi 17 octobre 2011. Et c'est bien la date du jour. Donc par contre, j'ai besoin de maintenant préciser l'heure. Donc juste après, hop, je continue, date.égal. Alors moi j'ai choisi de séparer histoire de pas trop mélanger, de ne pas avoir une chaîne super compliquée. Et là on va rajouter A. Et ensuite l'heure c'est tout simplement date h2.i. Donc h c'est pour les heures et i c'est pour les minutes. Et ensuite je renvoie encore une fois le timestamp pour avoir l'heure à la date donnée. Du coup si j'actualise, vous voyez bien que ça me dit lundi 17 octobre 2011 à 14h15 et c'est beaucoup mieux formaté. Alors certains d'entre vous me diront comment gérer la publication d'articles dans le futur. Imaginons j'ai cet article qui est publié le 8, donc qui est déjà censé être publié, et si je reviens en arrière, au niveau de la gestion des articles, et que celui-là je veux le publier dans le futur, et certains me diront, moi ce que je veux c'est qu'il ne se mette en ligne que lorsqu'on arrive à la date fatidique. Donc là dans News, tout simplement ce que vous avez à rajouter c'est relativement simple. Vous allez dans votre poste contrôleur, sur la vue index et la vue catégorie, vous rajoutez une condition qui est tout simplement que la date de création, c'est created, est supérieure à no. No c'est la date du jour. C'est plutôt inférieur. Si c'est supérieur, ça veut dire que l'article n'a pas été publié, n'est pas encore publié. Donc si vous rajoutez normalement ces deux conditions, voilà, on va le faire juste sur index, mais vous voyez que votre article qui n'est pas censé être publié n'existe pas. Voilà. Donc là, je vois au passage que j'ai un petit problème là, c'est tout simplement tout à l'heure, j'ai viré au niveau de mon index.cdp de mes posts, j'ai viré le sidebar. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai fait. Voilà. Donc là, vous voyez que maintenant, tout fonctionne bien. Donc vous pourriez rajouter d'ailleurs cette autre condition à propos de la date de publication dans votre counter cache pour éviter qu'il compte en fait les articles qui sont publiés dans le futur. Donc là, après, si vous voulez mettre des choses en plus, par exemple, je pense à des boutons j'aime de Facebook ou des choses comme ça, c'est très simple. À cet endroit-là, ça n'a même aucun rapport avec PHP. Si vous avez besoin de récupérer l'URL courante, c'est this request here si vous en avez besoin. Donc maintenant, on va passer à quelque chose qui est quasiment indispensable. Qui dit actu dit flux RSS. Donc le flux RSS va nous permettre de publier les actus sur les réseaux sociaux ou va permettre à vos utilisateurs de suivre votre évolution et de savoir quand est-ce que vous publiez un nouvel article. Donc pour écrire un système de flux RSS, on va devoir faire quelques changements. Donc le premier changement, c'est changer le routing et dire qu'on parse les extensions RSS. Donc là, au niveau de votre système de routing, donc vous faites config, route, et tout en haut, hop, même avant toutes les routes, vous mettez routeur, parse
extensions, et là vous rajoutez l'extension RSS. Donc ça veut dire qu'automatiquement, lorsque vous allez essayer de parser du RSS, lui il va le comprendre. Donc là, moi, ça serait par exemple post/feed.rss. Donc là, automatiquement, forcément, il ne connaît pas le contrôleur feed, il ne connaît pas l'action feed, et du coup, rien ne marche. Donc je vais créer cette action-là. Donc je ferme un petit peu tout. Je vais dans mon post contrôleur et je crée cette action. Donc là, je vais la créer juste avant l'admin. Feed, ça ne prend aucun paramètre et ça permettra de renvoyer un flux RSS. Donc maintenant, si j'actualise, il me dit tout simplement qu'il ne connaît pas la vue feed. Je vais au niveau de mes vues. Et là, j'ai un dossier post, sauf qu'à l'intérieur, je vais créer un dossier RSS, donc new folder RSS, et dedans, je vais y créer mon fichier feed.ctp. feed.ctp. Donc tout simplement, ça permet en fait d'avoir un système de bifurcation et il sait qu'avec PHP, quand est-ce qu'il doit charger dans ce dossier RSS ou quand il doit charger dans le dossier normal. Donc s'il n'y a pas d'extension, il charge les vues de premier niveau. S'il y a une extension, il les charge dans ce dossier RSS. Donc si j'actualise, vous voyez que j'ai une petite erreur. Donc si vous allez un petit peu sur la documentation et que vous trouvez cette page-là, alors moi j'ai cherché un petit moment à la trouver parce que forcément la doc c'est un petit peu dur de trouver. Voilà, il vous faut un composant supplémentaire qui est le composant requestHandler. Donc ce composant on va le charger. Donc là j'en ai besoin qu'à cet endroit-là. Donc ici je mets public components et je rajoute le requestHandler. Donc maintenant si j'actualise, vous voyez qu'automatiquement je passe en mode flux RSS parce que CakePHP sait que c'est du RSS. Donc si vous êtes sur Chrome, vous ne tomberez pas forcément sur cette page-là. À chaque fois on me fait la remarque, tout simplement parce que moi j'ai installé l'extension par défaut qui permet de lire les flux RSS. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Chrome par défaut ne gère pas les flux RSS et vous affichera un truc qui ressemblera normalement à ça, directement le code source. Donc c'est pas du tout pratique. Donc si vous voulez avoir une gestion des RSS, vous vous rendez sur le site des extensions de Chrome, vous cherchez RSS et vous prenez l'extension officielle qui vous permet d'avoir le support du flux RSS. Voilà. Donc là, moi, vous voyez qu'ici, ça a déjà créé la structure du flux, donc c'est quasiment bon. Et j'ai maintenant besoin de faire fonctionner ce système-là. Donc au niveau de mon feed, j'ai besoin de récupérer les différents articles. Mais donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va suivre tout simplement la documentation. Donc ici, hop, carrément ce que l'on pourrait faire. Donc moi, j'ai préféré avoir une action feed, c'est pour séparer. Mais vous pourriez avoir une action index qui sert à la fois pour le flux et à la fois pour le reste. Donc moi, je préfère quand même séparer ça. Donc ici, dans feed, je teste, est-ce que la request est bien un flux RSS? Dans ce cas-là, je récupère les différents articles. Donc là, il n'en récupère que 20 et il organise par post created. Donc là, l'avantage, c'est que l'exemple qu'il donne est exactement le même. Et ensuite, ils envoient les informations. Donc ici, ils font un petit set post. Tout simplement, le compact, ça permet de créer un tableau qui a un index post et en valeur, la valeur de cette variable-là. Donc moi, je trouve pas ça forcément super pratique. Donc ici, je mets $d. Et ici, plutôt que mettre post, je mets $d. Et ici, j'envoie les différents articles. Voilà. Donc maintenant, si vous actualisez, normalement, ça ne change rien. C'est tout à fait normal. Il faut créer le layout par défaut. Donc là, il vous montre. Donc vous le copiez-collez. Et ici, vous allez dans votre vue, dans votre layout, et vous créez dans le dossier RSS un fichier qui s'appelle default. Donc moi, j'ai renommé un petit en default.ctp. Donc globalement, c'est un truc assez neutre pour le coup, qui récupère automatiquement les informations channel que l'on va créer et le title for layout pour le title du flux RSS. Donc là, si vous actualisez, vous allez tomber normalement sur une erreur qui vous dit que header does not exist. Alors, je ne sais pas pourquoi, ils ont laissé dans la documentation ici, à cette information-là. Donc là, tout simplement, il vous fout ça. Et cet endroit-là, je ne sais pas pourquoi il l'affiche, parce que si vous regardez le RSS helper, et vous pouvez chercher, il n'y a pas de fonction header. Ça ne fonctionne pas. Donc moi, ce que je fais, je supprime cette ligne-là. Et ensuite, dans la vue, il vous montre deux informations. Donc la première qui vous permet de mettre les différentes informations au niveau de votre header. Donc là, au niveau de leurs exemples, il vous donne le document de data qui permet de définir le format, je crois, du flux RSS. Donc ça, c'est pas quelque chose qui change. C'est-à-dire que moi, tous mes flux RSS vont utiliser ce format-là. Donc ce que je fais en général, c'est que je supprime cette ligne-là et je le mets ici, dans cet endroit-là. Donc là, ici, je mets directement if iset document data et hop, je le définis comme ça. Voilà, comme ça m'évite d'avoir à le définir pour toutes mes vues. Donc ensuite, j'ai le channel data qui concerne toutes les informations de notre flux RSS. Donc là, ça sera le titre, les derniers articles. La vue,
ça sera vis HTML URL, ça il n'y a pas de problème. Par contre, ce n'est pas bon. Ici, on va mettre que le contrôleur c'est post, et l'action c'est index. Ensuite, vous voyez, il y a ce petit trou. Alors ce trou, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut mettre le chemin absolu. Donc là, vous voyez au niveau des informations, hop, petit problème, le ligne 5, j'ai oublié de fermer la petite parenthèse. Voilà, ça devrait mieux fonctionner. Vous voyez que l'URL, c'est l'URL absolu. C'est ça que veut dire le trou, c'est que ça rajoute le nom de domaine. Ça vous évite d'avoir à chercher comment récupérer le nom de domaine ou autre chose. Mais là, directement, ça vous affiche ça. Parce que le flux RSS étant destiné à exporter, il faut quand même que vos liens fonctionnent. Donc ensuite, la description, ça va être mon premier flux RSS. Là, on va faire un titre bien con. Et ici, la langue, donc c'est FR. Bon, je ne sais même pas comment ça se précise. Bon, on va mettre FR. Allez, FR-FR pour être sûr. Voilà, donc là on a défini les différentes informations de notre flux RSS. C'est un petit peu comme les méta au niveau du référencement. Donc ça va permettre après à Google Reader ou à n'importe quel autre reader d'afficher les informations concernant votre flux RSS. Et ensuite on doit parcourir les différents articles et faire des choses. Donc là, on va juste prendre la dernière partie parce que c'est la seule chose qui est intéressante. Voilà, et on va faire notre petit for each. Donc nous, on avait envoyé ça dans une variable post. D'ailleurs, l'ordre, on n'en a pas besoin vu que c'est déjà défini. On a juste besoin de notre limite. Donc là, au niveau de nos informations, on fait for each post as $k$v. Je ne veux pas récupérer d'index supplémentaire, donc je mets $v égale courante. Je mets $v égale courante de $v. Et ensuite, hop, je vais à la ligne. Donc là, je mets des accolades plutôt que les end for each et autres, tout simplement parce que je suis ici dans une je suis ici tout simplement que dans du code PHP, donc c'est plus simple. Donc d'abord le titre. Le titre c'est très simple, c'est post et ensuite le nom, donc c'est name. Ensuite j'ai besoin du lien. Donc eux ils ont fait tout un système avant pour le récupérer que nous on n'est pas obligé de faire parce qu'on a tout simplement directement le lien en index. Donc là on remplace tout ça par un post link. Donc là $post link. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Donc ensuite, il nous demande le lien permanent. C'est la même chose. IsPermalink true, ça veut dire que c'est bien le lien permanent. Ensuite, le contenu. Donc le contenu, si vous regardez un petit peu votre exemple, vous voyez qu'il va le nettoyer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est le nettoyer vous aussi si vous en avez besoin, ou carrément l'envoyer comme ça brut de décoffrage. Donc moi, je vais l'envoyer comme ça brut de décoffrage. Donc ça va être post content. Ensuite, la date, le créateur, donc qui a créé l'article. Donc moi, je vais mettre GraphicArt. Donc là, vous n'êtes pas obligé, c'est pas quelque chose de nécessaire. Et ensuite, la date de publication. Donc là, c'est super cool parce que vous n'avez pas à vous compliquer. Normalement, il faut préciser l'heure GMT et compagnie. Bon, c'est super chiant. Là, vous mettez juste la date de création. Donc c'est post created et lui, il se charge automatiquement de mettre ça au format RSS. Donc si vous actualisez, donc ça va être un petit. Alors si quand vous actualisez, vous voyez que ça mouline dans le vide, ce que je vous conseille de faire, c'est ce qui m'est arrivé, c'est tout simplement de supprimer ces lignes dans le default et de mettre Echo Content for Layout. Comme ça vous permettra d'afficher les erreurs. Donc là, moi, mon erreur vient tout simplement du fait qu'ici, je l'appelle post partout, alors que moi, c'est $v. Donc là, je vais mettre post, et normalement, ça devrait beaucoup mieux fonctionner. Donc là, si j'actualise, vous voyez bien que j'ai mes différents articles, sauf que j'ai les articles et les pages. Là, hop, dans mon poste contrôleur, au niveau de feed, je précise que je veux seulement ceux qui sont de type page. Hop, plutôt là c'est une condition, donc hop, je vais aller remettre les choses à la ligne. Et ici c'est conditions, array, et je veux seulement les articles qui sont de type page, post plutôt. Donc là, voilà, ici en type je mets post. Et je réactualise et automatiquement, vous voyez que j'ai bien mon premier article et mon second article. Donc là, il y a un petit problème. On va supprimer DC Creator, ça a l'air de poser problème, donc je vais actualiser. Voilà, donc là, le flux RSS semble beaucoup mieux marcher. Du coup, moi, le dernier truc qui me reste à faire à cet endroit-là, c'est tout simplement de gérer le flux RSS. C'est-à-dire que là, vous le voyez, je n'ai pas le petit bouton qui me permet de m'abonner au flux RSS. Donc ici, tout simplement, au niveau de votre layout par défaut, donc ça, c'est le vrai layout par défaut. Default.ctp. Au niveau de votre header, donc vous voyez qu'on avait rajouté plein de trucs chelous, mais on va rajouter un header pour le flux RSS. Donc ici,
vous mettez tout simplement link rel égale alternate. Ensuite, vous précisez le type égale application /RSS plus XML. Ensuite, vous mettez le titre de votre flux RSS, parce que ça c'est lorsque vous en avez plusieurs, ça permet au navigateur d'afficher la liste. Donc là, ça va être mon blog. Et ensuite, vous mettez le href qui permet d'arriver sur votre flux RSS. Donc ici, c'est echo vis html URL. Donc le contrôleur, le contrôleur c'est post, donc contrôleur post. L'action c'est feed. Et ensuite vous avez besoin de l'extension, vous mettez ext et l'extension c'est RSS. Si maintenant, donc là il y a un petit problème, c'est normal, c'est pas ref mais rel. Voilà, c'est pour ça que je ne voyais pas l'icône. Si vous actualisez, vous voyez que maintenant vous avez cette petite icône flux RSS, donc qui se mettra sur tous les navigateurs, et lorsqu'on clique, bim, on arrive sur votre flux RSS et l'utilisateur peut s'abonner. Donc là, par exemple, il s'abonne sur Google Reader et voit votre flux. Donc là, ça marche pas forcément parce que je suis en local. Donc voilà, là on a fini avec ce système-là. On va corriger deux petits problèmes. Donc le premier, c'est que si on clique pour arriver à la page d'accueil, on arrive sur une belle page d'erreur. Donc là, on va définir le routing pour la page d'accueil. On va aller dans router routes.php et on va dire que la page d'accueil c'est le contrôleur post et l'action index. Donc ce sera l'index du blog. Voilà, comme ça permet un petit peu de résoudre les problèmes. Et du coup, on peut cliquer, on peut naviguer et tout fonctionne bien. Donc voilà, globalement là vous voyez que c'est plus rapide. Maintenant, une fois qu'on a conçu la première interface d'administration, rajouter une autre interface pour gérer les articles et les catégories nous a pris mais vraiment pas beaucoup de temps. Donc dans le prochain tutoriel, on verra comment sécuriser notre back-office parce qu'actuellement n'importe qui a l'URL peut y accéder et ça c'est pas sympa du tout. Donc dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment utiliser le composant d'authentification de CakePHP pour gérer l'authentification et l'autorisation des utilisateurs par rapport à l'accès au back-office. Donc voilà, rendez-vous dans le prochain tutoriel.